Prêt pour l'impact, c'est le titre de cette rubrique au sein de notre émission Smart Impact. Question aussi que je vais poser pendant toute la saison à des personnalités qui comptent dans notre économie et dans le cadre de notre partenariat avec la REF 2025. On est toujours dans les allées de Roland Garros. J'accueille le président du groupe Transcan, groupe de transport et de logistique, Franck Canata. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous accueillir ici pour ce grand entretien. On a plus de 25 minutes pour creuser les thématiques, à la fois avec votre casquette de président de ce groupe que vous avez fondé, je crois, il y a un quart de siècle à peu près. 25 ans, exactement. 25 ans exactement, donc bon anniversaire déjà. Merci. On peut commencer par ça. Et puis, vous avez également pris depuis le 1er juillet la présidence de l'UPE des Alpes-Maritimes qui regroupe le MEDEF et la CPME dans votre département. Je pose souvent cette question-là quand je reçois un invité dans le grand entretien sur ce mot impact. Finalement, on l'entend partout, un peu à toutes les sauces. Peut-être dans vos métiers, tiens, du transport et de la logistique, qu'est-ce que ça signifie de prendre en compte son impact? Aujourd'hui, l'impact, c'est évidemment l'impact autour de la décarbonation, autour de la transition énergétique, la transition écologique, qui est devenu un impératif. Nous devons absolument réduire notre empreinte carbone, trouver des solutions pour les réduire, tout en optimisant davantage les transports, la logistique, les échanges de flux de marchandises, en collaboration avec nos chargeurs, avec nos clients, avec nos fournisseurs, bien entendu, y compris de matériel de mobilité, nos camions, tout simplement, parce qu'ils font évidemment partie de l'écosystème. C'est un enjeu majeur pour réussir cette vraie étape qui se présente à nous depuis quelques temps déjà et qui va devoir se poursuivre pour arriver à un impact carbone vraiment minime, qui est l'objectif de chacun d'entre nous. Est-ce que c'est toujours une priorité? Ou est-ce que vous voyez que finalement, dans vos échanges avec vos clients ou vos partenaires, c'est un peu moins en haut de la pile? Ça l'est pour certains, un peu moins pour d'autres. Tout simplement parce que le volet économique vient se loger au milieu de cette démarche. Et économiquement parlant, la transition est compliquée. Elle coûte très cher. Elle demande des investissements pour lesquels on a une vision relativement limitée sur l'avenir. Et évidemment, c'est un frein majeur pour une réussite rapide tel qu'on l'avait imaginé. Mais il y a quand même ces événements climatiques extrêmes qui se multiplient, qu'on vit peut-être particulièrement dans un département comme le vôtre. Enfin, on sort d'un été de canicule, il y a des enjeux d'eau, il y a des enjeux qui sont très très nombreux autour de cet impact. Est-ce que vous êtes, collectivement, les entreprises de votre département, vous avez le sentiment d'être parfois un peu rappelé à l'ordre par la nature? Vous voyez ce que je veux dire? Et par l'actualité. Rappeler à l'ordre, c'est une évidence, et notamment avec les crues que l'on a connues il y a quelques années dans notre département qui ont été dévastatrices. Bien sûr qu'on est rappelé à l'ordre, bien sûr que la prise de conscience écologique, l'urgence a été bien intégrée de chacun. C'est les modes opératoires qui sont encore un petit peu difficiles à mettre en œuvre, autour effectivement de la partie financière, mais également de la partie technique. Cette transition nécessite des aménagements qui aujourd'hui sont encore assez peu suffisants pour arriver à réussir ce vrai défi qui se présente à nous. Parce qu'on n'est pas égaux face au changement climatique. Il y a des départements ou des régions ou des pays qui seront... On sait par exemple que l'Europe, pas seulement la France, mais l'Europe va être frappée par un réchauffement plus important que le reste de la planète. Et peut-être que les Alpes-Maritimes se sont encore plus concernées par cette question-là. Alors les Alpes-Maritimes, effectivement, sont très particulièrement concernés par l'eau, et je dirais même encore plus le Var, le département du Var, qui est notre département voisin, pour lequel, à la frontière entre les Alpes-Maritimes et le Var, on connaît une vraie problématique d'eau, on vient de la citer, qui enchaîne des conséquences économiques sur des ruptures éventuelles, sur des restrictions d'activité, et pire encore, sur la délivrance de permis de construire, ce qui arrête en quelque sorte l'économie, en tout cas la progression de l'économie, puisque les permis de construire sont gelés et il n'est plus possible d'en déposer pour des questions d'eau et de dépendance hydrique. Alors on y reviendra sur cette question de la gestion de l'eau, il y a la question de l'accès au logement qui est une vraie problématique des Alpes-Maritimes, il y a les questions du photovoltaïque qui est peut-être potentiellement un atout dans un département comme le vôtre, même si ça marche un peu partout, hein, je répète ce que tous mes invités qui viennent me parler de photovoltaïque me disent, mais on va continuer d'évoquer ces enjeux de transition environnementale. Et je vais vous citer, Franck Canata, une interview que vous donniez au Journal des entreprises il y a quelques semaines. Je compte faire de la transition écologique territoriale un sujet majeur de ma mandature. Donc vous veniez d'être nommé président de l'UPE des Alpes-Maritimes, qu'il s'agisse de la préservation de la ressource en eau, de la maîtrise du coût de l'énergie ou de la gestion des déchets d'activité économique en travaillant à des solutions concrètes pour nos entreprises. Mais alors, en préparant l'émission,
je suis remonté un peu plus loin en arrière, les entrepreneuriales 2024, donc, qui étaient organisées par l'UPE des Alpes-Maritimes. Alors vous n'étiez pas encore président, mais bon, les patrons du département, ils réclamaient des récompenses pour les entreprises qui s'engagent dans la transition. Je veux bien qu'on prenne un peu le temps de creuser cette idée-là, c'est-à-dire que dans un contexte économique difficile, les entreprises ont-elles encore les moyens d'investir dans la transition écologique ou est-ce qu'il faut les récompenser, pour reprendre ce terme? Économiquement parlant, c'est compliqué. C'est très compliqué. Ouais. Cette transition coûte beaucoup d'argent, on l'a dit tout à l'heure. Ouais. Pour autant, c'est une nécessité, c'est un impératif. Il faut le faire vite, il faut le faire bien. Mmh. Pour arriver à la réussir, il faut effectivement qu'on soit aidé économiquement. Mais aidé, pas forcément autour de subventions uniquement. Ouais. Peut-être de récompenser les bons élèves par différents Une sorte de bonus-malus qu'on pourrait imaginer. Pourquoi pas, mais récompenser ceux qui s'investissent, ceux qui prennent des risques, ceux qui sont les instigateurs de cette révolution énergétique, de cette révolution écologique. Parce que sans ça, on aura encore plus de mal à y parvenir dans un délai court. Parce que le délai doit être court et ça doit être efficace tout de suite. Ouais. La réglementation, elle ne suffit pas, d'une certaine façon. Parce qu'il y a déjà, alors on peut même considérer qu'elle est parfois trop lourde, puisqu'on invente un droit de l'écologie, d'une certaine façon. Ce n'était pas le droit le plus fourni ces dernières années. Donc c'est une strate administrative supplémentaire qui tombe sur les patrons, ça je l'ai bien compris, et les patronnes. Mais est-ce que les règlements suffisent ou au contraire, est-ce qu'ils sont trop compliqués? La réglementation est plutôt perçue comme punitive. Ouais. Plutôt que incitative. Elle doit être incitative. Aujourd'hui, on doit être incité à faire mieux, incité à s'y engager, plutôt qu'à être puni si on ne le fait pas. Et je pense que c'est un moyen d'accélérer cette transition, d'accélérer l'innovation, les bonnes pratiques des uns et des autres. Mais avant ça, il faut aider, accompagner les entreprises. Un certain nombre d'entre elles n'ont pas spécialement encore pris conscience de cette urgence. Il faut les aider. Ou n'en ont pas les moyens. Parce que le retour sur investissement, il n'est pas rapide. Il n'est pas immédiat. Il n'est pas immédiat, effectivement, mais si une entreprise doit regarder loin, doit regarder un avenir lointain, et si le virage de l'écologie, le virage de la transition énergétique n'est pas prise aujourd'hui par certaines d'entre elles, il y a de fortes chances qu'elles aient du mal à prendre ce virage. Et c'est des entreprises qui seront malheureusement dans une difficulté très forte et très rapidement. Il faut donc les accompagner, il faut les aider, il faut leur expliquer parfois des choses toutes simples qu'ils n'ont pas forcément en conscience pour favoriser cette transition. On reviendra, mais là je vous pose j'ouvre une parenthèse sur votre métier du transport et de la logistique. Vous avez un exemple de règlement qui devrait vous pousser à la transition et qui au contraire vous complique la vie, vous freine? Les ZFE, par exemple. Les ZFE qui avaient été instaurés, qui n'ont malheureusement pas été instaurés de la même façon partout en France. Une règle à Marseille, par exemple, sur la métropole Aix-Marseille n'est pas la même que sur la métropole, par exemple, des Alpes-Maritimes, ce qui sous-entend qu'un véhicule pourrait circuler à Marseille et pas à Nice, ou inversement. Et ça, c'est quelque chose qui, évidemment, n'est pas imaginable, n'est pas tenable pour un transporteur. Mais aujourd'hui, les ZFE ont fait marche arrière. Plus que Paris et Lyon sont concernés, les autres métropoles ne le sont plus. C'est un argument de taille qui vise plutôt à, je dirais, désengager certaines entreprises qui avaient fait ce choix de s'investir dans la transition, plutôt que de favoriser les bonnes pratiques, de favoriser les initiatives des uns et des autres. Quand vous dites qu'il faudrait récompenser les entreprises éco-responsables, est-ce que, alors là encore je parle au patron du groupe Transcad, mais sur lesquelles de vos activités et de ce que vous avez fait évoluer, ça me semble intéressant, en 25 ans, vous dites tiens là je pourrais être récompensé? Alors, il y a une dizaine d'années, on a imaginé, la transition énergétique et écologique n'était pas encore une priorité, on n'en parlait pas d'ailleurs une dizaine d'années, on a imaginé mutualiser la marchandise de façon différente, de façon innovante, pour arriver à réduire le nombre de véhicules. La base était réduire le nombre de véhicules, et donc de kilomètres, et donc de coûts de distribution. On ne pensait pas forcément de transition énergétique et écologique. Grâce à cette idée, on a mis en place un hub de centre-ville, un hub qui est positionné au centre des Alpes-Maritimes et à proximité de l'entrée de la ville de Nice, permettant d'accueillir les marchandises de tout type de transporteurs, tous les transporteurs qui veulent adhérer au système, mais également les retailers, les producteurs, l'écosystème qui a de la marchandise à livrer en centre-ville, sachant que les Alpes-Maritimes a un centre-ville qu'on pourrait considérer démarre à Menton, c'est-à-dire tout à l'est du département et se finit à Mandelieu, donc à l'ouest du département. Oui, parce qu'il y a une densité urbaine qui est très forte. Effectivement, pour arriver à réduire le nombre de véhicules qui empruntent les routes, les autoroutes, les infrastructures routières. Ça, c'est une initiative qui, je pense, peut permettre de réduire de façon significative et doit être incitée. Pour l'inciter, il faut qu'on ait un retour économique qui n'est pas forcément une aide, mais peut-être un bonus-malus, on l'a évoqué tout à l'heure, permettant de favoriser, d'inciter ces entreprises à être innovantes. Mais ça, c'est sur ce modèle que vous avez créé votre groupe ?
C'est avec cette idée-là ou c'est venu un peu plus tard? C'est arrivé une dizaine d'années, je dirais 10-12 ans après la création du groupe, où il fallait encore réfléchir à quelque chose de nouveau. Comment améliorer à nouveau le mode opératoire pour arriver à faire mieux. Et effectivement, ça a été dans le sens de la transition énergétique, mais à la base, c'était limité à du bon sens. Purement et simplement du bon sens. La transition énergétique doit passer par du bon sens avant tout. Quelques chiffres, hein, plus de 500 collaborateurs, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous affichez 90 000 m² de locaux couverts, clos et surveillés, répartis sur 15 dépôts logistiques. Je reprends vos chiffres, plusieurs de hubs, etc. etc. Est-ce que vous continuez de grandir? Parlons vraiment du groupe Transcan aujourd'hui. Et si oui, comment? Est-ce que c'est par des acquisitions? Comment vous grandissez? Alors, historiquement, uniquement de la croissance organique. D'accord. Autour de nouveaux concepts, de nouvelles idées. Ça a été le e-commerce en logistique il y a une quinzaine d'années maintenant, où on s'est aperçu que sur les Alpes-Maritimes et plus globalement sur la Côte d'Azur, bon nombre d'entreprises de e-commerce étaient implantées, mais n'avaient pas leur stock, parce que historiquement, c'était absolument pas sur ce positionnement que la logistique e-commerce était réalisée. On s'est dit qu'il était peut-être intelligent, malin, malicieux, que d'essayer de trouver des solutions pour rapprocher la logistique des centres de profit, des sièges sociaux de ces entreprises. C'est quelque chose que l'on a fait il y a une douzaine d'années. Ça a été un métier nouveau qui nous a permis de faire vraiment une croissance forte en termes de chiffre d'affaires organique. Plus récemment avec EcoCity, on en a parlé rapidement. EcoCity, c'est une sorte de mutualisation des flux de marchandises à destination des hypercentres en livraison du dernier kilomètre, tout le monde le connaît, mais plus précisément du dernier mètre. Le dernier mètre, c'est vraiment les derniers mètres en centre-ville, entre les hubs de centre-ville que l'on a mis en service et le destinataire final. On livre en vélo à assistance électrique, des gros vélos cargo qui permettent d'emprunter les pistes cyclables, qui permettent de se faufiler plus facilement en ville, d'avoir une empreinte carbone extrêmement limitée. Jusqu'à combien de marchandises à bord dans les 350 kg de charge utile et 2 mètres cubes. Ça permet de transporter un grand nombre de marchandises. On a aussi, grâce à ce système, des petites palettes qui peuvent être transportées et ça permet de desservir les hypercentres, les vieilles villes, les centres historiques de façon vraiment optimisée en ayant une empreinte carbone quasi nulle. Et c'est quelque chose de nouveau, de novateur qui, je pense, peut fonctionner dans toutes les villes de France. Et d'Europe. Oui, effectivement, c'est une bonne idée. Donc ça on parle de croissance interne ou de croissance organique. Il y a eu de la croissance externe aussi? Et donc, effectivement, de la croissance externe, plus marquée ces dernières années, avec des acquisitions de groupes, de transporteurs de notre département systématiquement. On est vraiment un acteur des Alpes-Maritimes. On réfléchit systématiquement à une valeur ajoutée autour de notre écosystème particulier. Mais c'est vraiment notre vision, répondre aux attentes et aux besoins des acteurs des Alpes-Maritimes. Donc, effectivement, des croissances externes récemment, et notamment autour du déménagement et du garde-meuble, qui sont des métiers très proches du transport et de la logistique, pour lequel une opportunité s'est présentée, opportunité que nous avons saisie. On est dans les allées de Roland-Garros et on entend quelqu'un qui fait votre métier, qui livrait quelque chose avec la cloche qui alerte les passants des allées. C'est peut-être ça ce que vous avez entendu, cette petite clochette. Décarboné d'ailleurs. Ça tombe bien. On est dans le thème. Alors on va rentrer vraiment dans le détail. Par exemple sur la flotte de véhicules que vous avez, évidemment ça doit être dans votre bilan carbone une partie importante. Donc la décarbonation, elle passe par quoi? Des biocarburants, des véhicules électriques, de l'hydrogène. Il y a tellement de choix possibles. Quel choix vous avez fait? C'est un mix énergétique. D'accord. Hier, le gasoil répondait à toutes les attentes parce que c'était la seule énergie qui était vraiment répandue de façon importante. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On a un mix énergétique qui doit absolument émerger parce qu'une énergie aujourd'hui, à l'heure où on parle, ne répond pas à toutes les attentes, à tous les besoins de tous les transporteurs. Le transport est très étendu. On entend transport, camion, marchandises, mais le transport est bien plus étendu que ça. Il y a un grand nombre de spécificités dans notre métier, de la courte distance, de la moyenne distance, de la longue distance, des véhicules lourds, des véhicules plus légers. Une seule et unique énergie. Par exemple, si on dit l'hydrogène, c'est plutôt adapté à des poids lourds, des gros véhicules, oui, non? Ça le sera demain, probablement à plusieurs types de véhicules. Aujourd'hui, ça fonctionne, mais à titre expérimental, économiquement parlant, il n'y a pas d'équilibre à ce jour. Donc l'hydrogène, c'est peut-être pour demain, mais aujourd'hui, c'est encore pas le cas. Pour vous, c'est un choix qui serait contre-productif? Aujourd'hui, c'est un choix qu'on ne sait pas vendre. Et que nos clients ne sont pas prêts à payer parce que économiquement parlant, on est vraiment très 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 loin encore. Mais un poids lourd électrique, est-ce que ça a du sens vu le poids de batterie qu'on doit, même si les batteries progressent, etc., vu le poids de batterie qu'on doit embarquer? Alors on parle encore une fois, tout dépend du type de transport que l'on réalise. Un poids lourd, donc un type porteur, pas une semi-remorque, le type porteur qui fait de la distribution urbaine, ça marche. En distribution urbaine, ça fonctionne, pas de problématique. Un poids lourd qui ferait de la moyenne et de la longue distance, c'est plus compliqué parce que le nombre de kilomètres, l'autonomie du véhicule est encore trop limitée.
les constructeurs progressent, s'améliorent, vont sortir des véhicules qui ont une autonomie bien plus importante sous peu. En 2026, notamment Renault sortira un véhicule qui fait plus de 600 km, un tracteur qui fait plus de 600 km, mais aujourd'hui ce n'est pas le cas. Donc il faut des infrastructures de recharge qui compliquent la donne. Elles sont insuffisantes, elles ne sont pas suffisamment encore développées sur le territoire. Et ça, c'est l'histoire de l'œuf et de la poule. C'est intéressant parce qu'on avait le même discours, par exemple, sur le vélo, en disant tant qu'il n'y a pas de piste cyclable, les gens ne passent pas au vélo. Et c'est sans doute ça. Donc, vous attendez plus de stations de recharge pour pouvoir acheter plus de camions électriques. De quel côté vous vous placez Sur le volet semi-remorque, plus de stations de recharge publiques, en tout cas sur les routes, qu'elles soient publiques ou privées, mais en tout cas sur les routes, pour qu'on puisse se recharger. Aujourd'hui, c'est uniquement sur nos installations ou chez ceux de nos clients, mais ce n'est pas suffisant, pas uniquement. Il y en a quelques-unes qui se sont déjà implantées, mais de façon trop C'est-à-dire que les stations-service qu'on a vues cet été, nous, comme conducteurs de base, elles ne sont pas adaptées pour l'instant à des camions électriques. Elles ne sont pas suffisantes. Elles sont adaptées pour certaines, mais il n'y en a pas suffisamment pour arriver à vraiment lancer une filière. Il faut vraiment qu'elle soit bien plus répandue, elle coûte très cher, et il faut que le véhicule lui-même soit moins cher à l'achat. Un véhicule électrique aujourd'hui, à gamme équivalente, est entre 2 et 3 fois plus cher qu'un véhicule thermique. Mais pour autant, on n'a pas de valeur ajoutée complémentaire, en dehors de la décarbonation, bien entendu, qui est une priorité. Mais pour le client final, que l'on est, nous, consommateurs par ailleurs, est-ce qu'on est prêt à payer notre paquet de pâtes plus cher parce qu'il a été transporté par un véhicule électrique? Je ne suis pas certain que toute la population puisse le faire. Veuille le faire peut-être, mais puisse le faire, j'en suis pas sûr. Est-ce qu'il y a une forme de pression mise par vos clients, par des donneurs d'ordre, des grands comptes, sur une entreprise de logistique et de transport comme la vôtre pour décarboner, même si ça vous coûte plus cher? Oui, ça peut être une façon de renvoyer une mistigris à une entreprise un peu plus petite aussi. C'est le cas. Ils ne sont pas tous et toujours prêts à payer la différence, mais c'est le cas. Et il le faut. C'est un impératif. Et pour ça, ce mix énergétique dont on parlait juste avant est un impératif. Certains trafics peuvent être réalisés avec des véhicules électriques, d'autres avec des véhicules gaz naturel, d'autres avec des véhicules biocarburants. C'est vraiment un mix énergétique en fonction des trajets, du poids de la marchandise à transporter, du type de transport à réaliser, qui fera que cette décarbonation, que cette transition sera une réussite. Et pour ça, il faut que ces filières puissent avancer en autonomie, se répandre sur l'échelle nationale pour qu'il y ait suffisamment de moyens de distribution de ces produits, qu'il s'agisse de gaz, qu'il s'agisse de biocarburants en station. Tous les biocarburants ne sont pas distribuables en station. Quant au gaz, sur les Alpes-Maritimes, il existe une seule station gaz pour tous les véhicules des Alpes-Maritimes. Autant dire que c'est une que ça suffit pas et que pour vous c'est impossible, quoi. Je parle public. Après, il y a des stations privées, mais je parle de public. Et les chauffeurs, tiens, est-ce que vous les avez formés ou est-ce que vous êtes en train de les former à une conduite plus douce, plus économe, adaptée à l'électrique quand il faudra passer à l'électrique? Alors, on continue de le faire. On le fait depuis de très nombreuses années. L'éco-conduite, c'est quelque chose qui a été mis en place dans les métiers du transport depuis de très nombreuses années. Ça vous fait économiser beaucoup? Oui. C'est vrai? Ça peut être très significatif. C'est quoi? C'est 10%, 15% de carburant en moins? Alors, ça va dépendre vraiment du type de transport. Des transports, par exemple, de matériaux d'agrégat, qui en sont toujours au maximum de la charge utile, en tout cas quand ils sont chargés, ils sont toujours au maximum de la charge utile, et qui font beaucoup de trajets au ralenti dans les carrières, ont des consommations qui sont bien supérieures à un véhicule qui fait de l'autoroute à une charge faible. Donc ceci est assez variable en fonction des activités, mais par contre, à périmètre constant, on peut avoir des chutes, des baisses de consommation particulièrement importantes. Consommation de carburant, mais par ricochet de tout le véhicule lui-même. Si on consomme moins, on freine moins. Si on freine moins, on use moins de plaquettes. Et donc, la poussière de plaquettes est également une économie qui est réalisée par une éco-conduite vraiment, je dirais, développée dans les entreprises de transport. Ça fait longtemps qu'on le lance, ça fait longtemps qu'on le fait. On le fait de plus en plus, toujours plus, et en tenant compte aussi des nouvelles technologies, bien sûr. Autre question, on reste vraiment dans le détail, on va parler un peu des emballages, parce que évidemment c'est là aussi au cœur de votre métier. C'est en train vraiment de changer, mais moi je me suis souvent énervé en recevant des colis avec beaucoup de vide à l'intérieur. Comment vous, alors c'est pas votre première responsabilité, mais comment vous faites pour que vous remplissiez vos camions le mieux possible et qu'il y ait le moins de vide à l'intérieur? Ça rejoint un peu ce que vous nous expliquiez tout à l'heure sur les hubs, le fait de regrouper finalement plusieurs clients, des dépôts de marchandises. Mais comment vous faites? En fait, il y a plusieurs métiers dans le métier. Il y a la logistique d'un côté, le transport de l'autre. Quand on est avec la casquette du transporteur, on se charge uniquement de prendre de la marchandise de clients, de nos fournisseurs, et de la livrer d'un point A à un point B. C'est pas nous qui la conditionnons. Donc là, on cherche à mutualiser, à optimiser le véhicule
de façon maximale, et ce n'est pas nous qui conditionnons la marchandise, on récupère une marchandise qui a été conditionnée par notre client. On peut encore mieux remplir les camions en sortant de la logique des palettes et en faisant une sorte de Tetris à l'intérieur. On fait des Tetris à l'intérieur, effectivement, et notamment avec des doubles planchers, des semis double planchers, qui nous permettent de doubler la capacité du véhicule, évidemment pour des palettes de taille et de poids relativement faible. C'est une évidence, parce qu'on dépasserait les limites autorisées si ce n'était pas le cas. Mais effectivement, on arrive à mettre beaucoup plus de palettes que ce qu'on en mettait à l'époque. Donc ça, c'est pour la casquette transporteur. Voilà. Pour la partie logistique dans les entrepôts. Effectivement, c'est d'arriver à trouver des solutions pour faire des palettes toujours plus optimisées ou des colis toujours plus optimisés pour réduire le vide que l'on transporte. On a un volume de vide dans nos camions qui est bien trop important. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, on peut encore gagner, on peut encore faire des efforts. Les logisticiens, les chargeurs, nos clients ou les logisticiens, les acteurs de la logistique doivent continuer à travailler sur ces sujets. Et bien entendu, il y a le recyclage de tous ces emballages, qu'il s'agisse de carton, qu'il s'agisse de film plastique, qu'il s'agisse de palettes, qui est une filière à vraiment utiliser au maximum pour des questions réglementaires dans un premier temps, mais pour des questions économiques et écologiques, bien entendu. Je reviens à votre mission de président de l'UPO des Alpes-Maritimes qui fédère, je le rappelle, le MEDEF et la CPME. On va parler de la gestion de l'eau. Allez, il nous reste 5 minutes. Gestion de l'eau, photovoltaïque, mais je commence par la question du logement. C'est d'actu, c'était cet été, fin juillet, la mairie de Cagnes-sur-Mer qui a signé une convention de logement locatif intermédiaire pour loger les actifs locaux à des prix abordables. Je me suis dit, mais quel rapport avec la logistique ? Vous êtes concerné par ça? On est totalement concerné. Toutes les entreprises du département sont concernées à la difficulté de loger les actifs? Toutes les entreprises du département sont concernées. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas un de nos adhérents qui n'a pas une problématique de logement. Mobilité et logement. Les deux vont de pair. Aujourd'hui, loger nos collaborateurs, loger nos salariés est devenu un impératif absolu parce qu'ils quittent notre département. Ils ne viennent plus, pour certains, depuis un certain temps, mais ceux qui y sont le quittent. Le quittent tout simplement. C'est trop cher. C'est trop cher. Ouais. C'est trop cher et c'est trop loin. Pour arriver à avoir des loyers à peu près abordables, il faut toujours plus se reculer. Mais quand on se recule plus, on est évidemment loin des centres-villes, loin des centres de vie, de la culture, du sport, des liens sociaux, et on n'a pas la mobilité qui va avec. Donc on va un petit peu plus loin des lieux de travail ou des lieux de vie pour avoir un loyer un petit peu plus abordable, mais qui reste bien trop cher encore, et on ne dispose pas de ce que les jeunes, et les moins jeunes d'ailleurs, attendent aujourd'hui de la vie qu'ils ont en privé. Il faut donc les aider. Donc ça dépend des élus, puisque c'est la mairie, par exemple, là en l'occurrence de Cagnes-sur-Mer qui signe cet accord. Le MEDEF ou la CPME, vous pouvez faire quoi dans ce cadre-là? Inciter les élus à bouger Inciter les élus à bouger et favoriser aussi les acteurs locaux à trouver des solutions, notamment avec l'usufruit locatif social. L'ULS, entreprise, permettrait, et c'est une idée que l'on a et que l'on porte depuis un certain temps, permettrait d'acquérir, une entreprise pourrait acquérir un bien ou construire un bien, pourquoi pas, l'un ou l'autre, d'en avoir la nue propriété de confier l'usufruit à un acteur du logement social, par exemple, mais tout en ayant la main du collaborateur, de la personne qui utilisera le logement. Ça permet, dans un cadre entrepreneurial, de capitaliser, d'être un acteur complémentaire de l'immobilier. Et puis pour la marque employeur, c'est aussi évidemment un argument pour recruter, pour garder ses salariés. C'est absolument exceptionnel. Ça redynamiserait aussi, pourquoi pas, la branche du BTP, de la construction, parce que ça nécessiterait pour certains programmes de construire plus. Ça permet aussi d'avoir un écosystème regroupant certains collaborateurs qui viendraient d'ailleurs en France ou d'ailleurs dans un autre pays européen et de les fédérer autour d'un lieu dans lequel ils sont plusieurs, ils peuvent discuter, échanger. Il est plus facile de s'intéresser sur un département lorsqu'on a un lien social rapide que quand on est isolé dans un appartement cher, pas toujours super agréable et assez loin du centre-ville. Allez Franck Canatin, un petit défi, il nous reste 2 minutes, on a 2 thèmes, 1 minute par thème. Gestion de l'eau, vous l'avez déjà évoqué, à quel point c'est une problématique, c'est-à-dire à quel point vous l'intégrez-vous dans votre stratégie d'entreprise ou dans la stratégie des entreprises du département? Sur les Alpes-Maritimes, on l'a dit tout à l'heure, une industrie qui est, je dirais, pas exceptionnellement importante. Pour autant, on a des acteurs de l'industrie majeurs avec vraiment des savoir-faire très très importants, et notamment à Grasse. S'il n'y a pas d'eau, on ne produit pas à Grasse. On ne fait pas la production des arômes et parfums. C'est impossible sans eau. Et sur ce territoire, le manque d'eau est de plus en plus important, on l'a dit tout à l'heure, à proximité du Var. Sans cette eau, l'industrie peut avoir une problématique majeure, pourrait avoir un recul important. Autour du tourisme, s'il n'y a pas suffisamment d'eau, les hôtels, les cafés, les restaurants vont avoir des difficultés majeures. Et toutes les autres activités qui pourraient avoir des restrictions
faute d'eau. C'est vraiment un impératif. Évidemment, il y a la vie également. Mais autour de l'économie, c'est vraiment un impératif que de se soucier de ces problématiques, de se soucier aussi des crues que l'on a connues et qui ont été dévastatrices. Se soucier également des déperditions sur les réseaux hydriques. On a des déperditions absolument inadmissibles aujourd'hui. On fait en sorte de réduire notre impact, de réduire nos consommations, mais on a une déperdition qui est majeure. C'est autant de sujets qu'il faut vraiment se soucier, faute de quoi l'économie pourrait en avoir un impact fort dans les années à venir. Et le photovoltaïque, on termine là-dessus, c'est un atout pour les entreprises. Est-ce que, par exemple, il y a, ça y est, c'est passé dans les habitudes de mettre des panneaux photovoltaïques sur les toits des entrepôts? Par exemple, alors revenons à votre métier. Est-ce que vous avez pu le faire un peu partout ou pas encore? Oui, mais pas partout, pas encore, en tout cas partout. Et c'est effectivement un exemple exceptionnel. Chez nous, à Nice, 300 jours de soleil par an. 300 jours de soleil par an. Alors ça marche partout, c'est vrai, mais ça marche mieux quand il y a beaucoup de soleil. 300 jours de soleil par an, des entrepôts qui parfois n'utilisent pas en autoconsommation la production possible qu'ils ont en toiture. Je prends l'exemple de mon métier, la logistique. Très vite. Au sein d'un entrepôt logistique, on a très peu de consommation. Pourquoi ne pas imaginer produire et consommer de façon mutualisée avec nos voisins, avec nos proches entreprises dans les zones industrielles pour arriver à avoir une maximisation de la production et une consommation mutualisée qui permettrait à ceux qui ont une grosse consommation mais pas beaucoup de toiture d'avoir le profit de ceux qui ont une grosse toiture et peu de consommation. Merci. C'est un des sujets que l'on veut creuser. Merci beaucoup Franck Canata. Bonne REF 2025, je vous laisse. Voilà, on est juste à côté du central, donc vous allez pouvoir aller assister aux différents débats et aux interventions de cette journée. Merci. Et puis ensuite, bon retour dans votre département des Alpes-Maritimes. On passe tout de suite à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables.